Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Julien Millet. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Du coup, moi, ça fait depuis 20 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Donc, ça fait un petit bout de temps maintenant. Donc, j'ai à la base, hein, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on voulait apprendre à faire des jeux vidéo, ben, on n'avait pas beaucoup d'autres choix que d'apprendre à faire du développement. Il n'y avait pas encore d'école spécialisée, de choses comme ça. Enfin, c'était ouais, une voie professionnelle qui était beaucoup plus, comment dirais-je, douteuse qu'elle ne l'est maintenant. Donc voilà, c'était le début du parcours. Moi, j'ai été assez rapidement motivé par l'entrepreneuriat, Ouais, parce que mon père avait une entreprise, enfin, était artisan, mais du coup, j'avais cette fibre, cette envie de monter une boîte. Enfin, aussi, je pense que j'étais un peu câblé comme ça. Et du coup, j'ai commencé par travailler dans différents studios. Après, assez rapidement, j'ai voulu monter le mien. Je me suis dit, bah, je suis jeune, enfin, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, je me suis lancé. J'ai monté un premier studio. On faisait des jeux en téléchargement avant vraiment l'existence des plateformes comme Steam. Donc, ok. c'était ouais, un peu trop tôt. Donc, on a enfin, voilà, appris plein de choses. Le Ça, studio a c'était en quelle année fermé. du coup? C'était de 2003 à 2005. Ok. Mon premier studio, j'avais 22 ans. Après, on avait signé des deals avec les États-Unis, avec la Russie. Enfin, c'était assez fou. Donc, j'avais pu aussi avoir le soutien d'autres studios de développement de jeux. On s'était regroupés. Ça avait permis de partager énormément d'expériences. Enfin, c'est pour ça aussi que moi, enfin, c'est aussi après une ligne que j'ai eu en continu sur ma carrière de toujours continuer à être dans le milieu associatif, dans le milieu où on Ok. rencontre aussi d'autres entrepreneurs. Parce que clairement, ça permet enfin, voilà, de ne pas être dans l'isolement, de se comprendre, partager l'expérience. Enfin, ça, c'est vraiment une mine d'or et c'est ce qui m'a permis, ouais, en étant relativement jeune, de pouvoir trouver mes marques et comprendre un petit peu comment fonctionne le business du jeu vidéo. Par la suite, j'ai rejoint un studio, j'étais directeur de développement. Après, j'ai remonté une entreprise qui, du coup, était un petit peu plus dans la partie serious game, mais qui a pivoté petit à petit pour revenir vers le jeu vidéo. On a fait de la réalité virtuelle, on a fait du jeu de plateau pour Asmodée, enfin, en version digitale. Ok. On a bossé après pour plusieurs autres studios. Et c'est là où typiquement j'ai vu l'intérêt aussi de se retrouver dans des associations. C'est que quand on avait un client qui nous avait planté, on s'était dit, ah ben tiens, il faut qu'on rebondisse assez rapidement. Et puis j'avais demandé de l'aide entre guillemets à la communauté. Et puis il y avait d'autres studios qui avaient des petits besoins. Donc ils nous ont appelés, ça nous a permis de faire la transition. Et puis Ouais. après, j'ai monté un autre studio, une filière pour un groupe en 2000. Donc, ce studio-là, c'était de 2012 à 2017. Ensuite, non, pardon, pas 2017, 2019. Ensuite, j'ai travaillé avec une filiale pour un autre groupe où j'ai monté un studio, la filiale parisienne, pardon, la filiale lyonnaise, d'un studio parisien. Donc ça m'a pris une petite année. Et puis après, j'ai remonté un nouveau studio de jeu. Donc c'était un parcours, enfin toujours dans cette même industrie de passion. Excellent. Alors, on reviendra un peu plus loin sur la différence entrepreneur-intrapreneur, parce que je sens Ouais. que tu naviguais un peu entre les deux. Est-ce que, on va d'abord parler de ton studio actuel, de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites, à qui vous vous adressez, quelle est votre unicité? Yes, alors le studio s'appelle United Beats. Donc c'est un studio Alors c'est là où on voit un petit peu comment dirais-je, les historiques et à quel point est-ce que parfois on s'adapte aussi au contexte. C'est-à-dire que quand on a commencé à monter le studio, on s'est retrouvé dans un premier vent très favorable dans le sens où on avait bon, pour faire court, c'est dans le milieu du jeu vidéo, on s'était rendu compte qu'il y avait, enfin, on avait une vision qui était assez simple, c'est que les joueurs passent plus de temps maintenant à regarder les jeux qu'à jouer, en tout cas sur la Ok. Gen Z, sur les 16-24. Et en fait, les jeux continuent à être designés comme s'il n'y avait que les joueurs qui jouaient, alors qu'en fait, c'est Mhm. tout un écosystème autour qui propose une création de valeur. Donc pour l'instant, elle est captée par des canaux comme Twitch, Ouais. enfin voilà, où beaucoup de gens regardent, mais c'est du broadcast. Et en fait, pour pouvoir monter, créer des communautés, on trouve qu'il manque vraiment des outils qui permettent de mettre en valeur cet aspect social, qui pour nous paraît sous-estimé dans son potentiel, puisque d'un côté, on a vraiment des jeux qui sont faits pour être joués, de l'autre, du broadcast, mais on voulait mêler un petit peu les deux.
et trouver comment adresser ce potentiel marché au mieux. Donc là-dessus, on avait à la base des gens qui étaient très intéressés pour investir, parce qu'en fait, mon co-founder, lui, est quelqu'un de très expérimenté, qui a monté plusieurs studios qu'on appelle triple A, donc ça veut dire des gros studios qui sont passés de, on va dire, 5-6 personnes à plusieurs centaines de personnes, 200, 300, donc du gros scale-up. Du coup, on recherchait un petit peu voilà, ce type de potentiel de croissance. On avait des investisseurs à la base, mais qui venaient de la crypto. Le problème de la crypto, c'est qu'ils avaient beaucoup de sous chez FTX. Et en Et fait, donc, du ils en ont jour au plus. lendemain, voilà. Et c'est vrai que quand on lit les news, c'est un petit truc un peu. Enfin, tu sais, on s'amuse, on dit, bah, c'est vrai, je le savais, la crypto, c'était des tocards. Alors que, bon, enfin, il y a des fondamentaux. Bref, je suis pas là pour Ouais. débattre du sujet. Mais toujours est-il que, voilà, beaucoup de gens se sont dit, ah, ah, je le savais. En fait, derrière cette petite news, il y a quand même des gens qui ont perdu un gros paquet d'argent, dont les investisseurs qui étaient avec nous, Par qui a donné une ricochet. espèce de... Ouais, par ricochet, enfin, le truc s'est retrouvé tué dans l'œuf. Enfin, tué dans l'œuf, pas exactement. Après, il y a toujours la question du rebond, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais c'est vrai que quand on passe de, on va dire, un ticket d'entrée à 5 millions, qu'on voulait faire monter à 8 millions pour lancer le projet comme il Ouais. fallait, on s'est retrouvé sur le sou. Et c'est vrai que en fait, on est arrivé, je vais dire, pile au mauvais moment, Ouais. parce qu'il y avait vraiment, enfin, c'était suite post-Covid, beaucoup de fonds qui se sont montés autour du jeu vidéo, qui avaient envie d'investir. Euh, il y avait une vraie appétence en fait pour cette industrie. Beaucoup de cash est arrivé, mais il y a eu un moment où, après tous les investissements en cash qu'il y a eu sur le Web3, sur la blockchain, sur enfin, pas mal de domaines assez connexes aux jeux vidéo, mais aussi beaucoup d'argent qui a été mis dans les studios de jeux. Il y a eu quelques questions qui se sont posées et une espèce de vent glacial des investissements est arrivé. Parce que c'est vrai qu'après, avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui est justement la remontée des taux d'intérêt, le robinet à sous s'est retrouvé un petit peu fermé et assez brutalement. C'est-à-dire que là où avant, tous les fonds étaient super intéressés et pouvaient signer, je vais dire, sur un PowerPoint, là, on s'est retrouvé dans un contexte qui est devenu, comme ils disent dans Game of Thrones, Winter is coming. Là, c'était l'hiver glaciaire. Et on s'est retrouvé, en fait, assez paradoxalement. Avant, on avait juste une idée de marché et pas forcément un plan précis pour pouvoir y accéder. Et on arrivait à potentiellement avoir beaucoup de sous. On s'est retrouvé à devoir réduire notre scope. On est passé de 8 millions à 2 millions à 1 million. Ouais. Ça s'est réduit à peau de chagrin très rapidement. Parce que justement, phénomène macroéconomique qui change, c'est-à-dire que les VC ont arrêté de financer ce type de projet. Clairement, enfin, il y a eu une contraction. Enfin, quand on regarde Mhm. les charts, on voit après qu'à posteriori, c'est-à-dire que c'est maintenant on voit les charts et on dit Ouais. la chute des investissements en 2023. Le Vous truc, l'avez c'est que quand vécu. toi tu l'as vécu, donc ce qu'il y a, c'est que enfin, en début 2024, tu peux avoir du recul sur cette période, mais toi, quand tu navigues là-dedans, tu sais pas ce qui est en train de se passer exactement. Ouais. Tu n'as pas Ouais. encore le recul. Tu dis, Intéressant. on te dit, ouais, il y a une contraction des investissements. Tu fais, ouais, et alors? Parce que ça reste des mots abstraits, mais quand toi, concrètement, après les rendez-vous, ça commence à devenir compliqué. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais on a déjà eu un premier round d'investissement, le deuxième ne va pas se faire. Tu commences à entendre des trucs comme ça, à dire, ah non, ils sont en train de faire attention là à leur portfolio, et enfin voilà, les investissements ont été faits parce que les fonds aussi, leur durée de vie, ont leur façon d'être gérée. Donc, toi, tu te retrouves un peu pris là-dedans. Tu te dis, bon, ben, les VC, c'est mort. Et en fait, c'est vrai que dans le circuit de financement, tu as vraiment un gap colossal entre ce que tu vas pouvoir aller chercher chez les business angels qui vont être sur des montants, on va dire, en plusieurs centaines de milliers, enfin, selon auxquels tu as accès, mais grosso modo, tu vas aller chercher entre 300 et 700 000, 800 000 maximum. Et en fait, tu as un gap après pour aller chercher plutôt de la série A où tu vas aller chez des fonds VC et là, tu vas aller chercher 2 millions, 5 millions, enfin, après, Mhm. selon si c'est des profils plutôt européens ou américains, tu vas aller chercher pas les mêmes sommes. Mais du coup, en fait, tu as une espèce de petit gap assez énorme entre ces deux financements. Et donc, on est passé du monde VC au monde BA. Et en Ouais. fait, c'était la restructuration complète du projet. Parce que du coup, tu n'as plus du tout les mêmes moyens et les gens qui sont en face n'ont pas du tout le même profil. C'est-à-dire que, comme ce sont des business angels, ils sont plus proches, ils sont plus techniques. C'est-à-dire que les VC, ils sont plus sur de l'analyse financière. Les business angels, c'est souvent des gens qui ont gagné des sous ou qui ont des sous Qui et disent, qui bon, ok, veulent. Ouais, où est ton business model?
Ouais, ils disent, ah, ton projet, parle-moi. Et en fait, ils écoutent ton projet, ils regardent s'ils y croient, ils regardent l'équipe. Bon, après, les VC le font également. Mais disons que l'analyse technique n'est pas exactement la même. Le VC a un côté plus, enfin, pardon, le business angel a un côté plus humain. Là où le VC, c'est, on va dire, enfin, après, bon, évidemment, il y a différents types de VC, il y a différentes étapes où on va les voir. Il y a vraiment aussi un historique qui est là. Mais, enfin, voilà, le business angel a quand même un côté plus, plus abordable, mais du coup, va plus investi et Ouais, du coup va se poser plus de questions et être un petit peu plus, enfin te demander quelque chose de très précis en fait. ouais, Donc du coup, on s'est retrouvé à un projet qui était un peu flou, qui avait beaucoup d'argent, à devoir faire un projet qui était beaucoup plus précis avec ouais, beaucoup moins d'argent. Donc le switch a été assez radical parce que du coup, il faut se recentrer sur des MVP pour prouver que le marché est là, qu'on a des clients, enfin vraiment détailler énormément plus, parce que clairement, quand tu fais avec peu de moyens, tu bootstrap quelque chose ouais. aussi bien que possible, mais les métriques qu'on va te demander sont pas du tout du même acabit, donc c'est intéressant. En tout cas, Donc MVP, Minimum Viable ouais, Product, pardon. c'est proto et Bootstrap, Hmm. c'est tu fais avec l'argent que tu gagnes et t'as pas du cash à cramer comme tu Ouais, veux. Voilà, exactement, pour tu traduire démarres de après. rien. Désolé, Non, beaucoup non, c'est d'anglicismes. bon, c'est bien, On est, c'est je vais ton. essayer de faire attention. C'est une industrie très internationale, en fait, le Ouais, jeu, parce qu'on ouais. n'a pas de marché local. Et du coup, enfin, voilà, Et du on coup, est. aujourd'hui, ça vous amène où? Quel est du Alors, coup, avec tout ce contexte? là, du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est que on a aussi entre les deux, entre faire de la techno, entre faire du contenu, parce que clairement, par rapport au segment de marché, il y a deux façons en fait de l'approcher. C'est de se dire, est-ce qu'on fait une technologie qui permet aux studios d'améliorer le lien social avec les communautés, ou est-ce qu'on fait du contenu où on exploite ce lien social avec des jeux qui vont vraiment tirer parti de ces features. Donc, c'est qui sont deux façons complètement différentes de développer le studio. Et en fait, je dirais, nous, l'arbitrage se fait par rapport aux opportunités de marché. Donc là, on a quelques pistes qui se dessinent, qui sont plutôt enthousiasmantes sur du contenu. Donc on va plutôt, a priori, partir sur ce Ok, premier plan-là. Mais du coup, voilà, en fait, quand on manque de moyens, on est obligé de beaucoup plus réagir avec le sens du vent, quoi. ok, ça marche. Et je voudrais revenir sur ce que c'est passionnant là, ce que tu décris qui est très différent de d'autres domaines. Donc merci pour cet éclairage. Là, je voudrais partir sur autre chose. Tu as dit que tu avais navigué entre créer, puis créer pour d'autres, voire travailler Hmm. pour d'autres, puis la recréer. Est-ce que tu peux peut-être nous apporter un éclairage sur comment toi tu vis? Est-ce que c'est la même chose ou quelles Ouais. sont les différences? Voilà, comment tu vis ça? Alors, c'est très différent. En fait, moi, ça correspondait aussi à des moments de vie. C'est-à-dire que enfin, j'ai eu un premier enfant relativement jeune, j'avais 25 ans. Donc, quand j'ai fermé mon premier studio, j'ai cherché une mission où je pouvais un petit peu respirer. C'est-à-dire que, bon, effectivement, ça met quand même pas mal de pression d'avoir un enfant. C'est un peu de responsabilité. Là où on peut un peu freestyler quand on est plus jeune, on est obligé un peu enfin, voilà, de faire les choses de manière plus construite à un moment, d'être un peu sérieux. Donc je me suis posé pendant 7 ans à travailler pour un studio où j'étais directeur du dev. Euh, c'est vrai qu'après, plus tard, je me suis remis dans un autre mode où j'étais intrapreneur. Je dirais, c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est assez marrant, j'avais regardé des tests de personnalité, notamment le Mhm. Myers-Briggs, qui est assez intéressant, qui permet enfin, au moins de comprendre un petit peu notre propre façon de fonctionner. Ouais, Et en fait, souvent, enfin, j'avais lu des résultats de tests qui expliquaient comment, en fonction de ton test de personnalité, tu arrivais à fonctionner soit en lead, soit en employé. ouais. Euh, en fait, j'ai un des rares profils où tu peux être dans les deux. Ok. Donc, et en fait, pour moi, ça m'a permis d'expliquer beaucoup de choses. C'est-à-dire que comme je suis assez distant émotionnellement par rapport à mon travail et par rapport à la notion de possession, de ce sont mes décisions, ce genre de choses, Ouais. ça m'a pas posé de souci de me dire, bah, c'est pas mes décisions, je les trouve foireuses, mais j'accepte de les faire pour telle raison, bien évidemment. Enfin, moi, enfin, j'étais INTP, donc c'est plutôt la personne très logique, un peu analytique. Donc pour moi, quand je travaille pour quelqu'un, ça me dérange pas de faire quelque chose que j'estime comme étant les mauvaises décisions, parce que je me dis, si ça se trouve, je me plante cette personne-là prend ce choix-là. De toute façon, à un moment, il faut que quelqu'un prenne des responsabilités. Mhm. Ce ne sont pas mes responsabilités. Je pense que c'est pas le bon choix. Des fois, je me trompe. Je me dis, ah, effectivement, bah, il a eu une bonne vision. Voilà, c'est faire. En tout cas, moi, j'essaie de raiser les points, enfin, de soulever les points sur lesquels j'ai des réserves.
Mais je m'adaptais bien plutôt des deux côtés parce que enfin, je suis aussi optimiste, je vois plutôt aussi les côtés positifs, c'est-à-dire que ça permet aussi de se concentrer sur des projets secondaires qu'on a envie de faire pour soi ou des choses comme ça. Mhm. Donc moi, je trouve que j'ai vécu les deux de façon plutôt intéressante. Après, clairement, il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à accepter des choses, enfin des situations qu'ils estiment mal se passer, dont ils aimeraient en tout cas avoir un déroulé Toi, différent. comment est-ce que on peut prendre ce que tu as trouvé comme point super positif à l'intrapreneuriat? Qu'est-ce qui t'a, à l'inverse, quel était le point qui grattait un peu? Et puis peut-être pareil en tant que rôle d'entrepreneur pour un peu Hmm. comparer les deux. Alors, ce que j'ai aimé dans l'entrepreneuriat, c'est que j'avais pas forcément la responsabilité de tous les trucs qui me saoulent. Par exemple, typiquement, quand en fait, quand tu es chef d'entreprise, c'est quand même vachement limité par tes propres défauts. C'est-à-dire que souvent, enfin, on le voit sur une entreprise, ces défauts sont le reflet des défauts de sa direction. Si par exemple, ce sont des gens qui détestent la compta enfin, l'analytique, d'avoir une vision de leur entreprise, tu sais qu'au niveau du contrôle de gestion, ça va être foireux. Donc tu dis, bon, il faut espérer que par rapport à leur typologie de projet, ça puisse fonctionner. Euh, mais après, enfin, c'est une question d'équilibre. Enfin, en tout cas, pour les PME, c'est comme ça. Pour les grands groupes, bien évidemment, tu es obligé, enfin, t'as des trucs qui se leverage et puis tu as forcément des gens qui vont arriver à un niveau pour soutenir quand il y a Donc de vraiment des gros pouvoir, défauts du ouais, dirigeant. quelque part, être sur ta zone d'excellence, de génie, de plaisir Exactement. Ouais. et pas Tu... t'occuper du reste. Ouais, ok. Exactement. Et Parce qu'en fait, il faut en point grattant. En point grattant, clairement, il y a des frustrations quand les choses se passent pas du tout comme tu veux, Ouais. parce que des fois, entre les promesses qu'on peut te faire enfin, sur ta liberté d'action, sur comment ça se passera, et puis après le déroulé des faits, tu peux avoir des éléments sur lesquels tu n'as pas du tout le contrôle, sur des erreurs de communication, sur des choses comme ça, où bah, tu te rends compte qu'une mission qui était censée être absolument géniale devient un épisode de Black Mirror. Euh, et se transforme en quelque chose qui finalement n'était pas du tout ce que tu pensais être initialement. Ouais. Donc dans ces cas-là, clairement, ça crée beaucoup de frustration. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que en fait, il y a un mythe, je trouve, par rapport souvent à la notion d'entrepreneur, c'est avoir l'impression que tu auras la liberté totale. C'est faux, c'est-à-dire que tu as toujours soit des clients, soit des investisseurs, soit, on va dire, une personne derrière qui sera là et qui va apporter un ensemble de contraintes. Et en fait, ces contraintes-là, elles font partie du paysage, donc il faut apprendre à naviguer avec. La question, c'est où est-ce que tu as des contraintes avec lesquelles tu vas naviguer le plus facilement et qui, toi, te permettent de rester sur la durée, quoi. Ouais, quelque part, des contraintes que tu te choisis aussi. Mhm. Que Ouais. après, tu vis avec. Et donc, c'est comme tu dis, c'est pas une liberté totale. Et Ouais. potentiellement, tu as peut-être ce choix de certaines contraintes jusqu'à un certain Ouais. point. Ouais, clairement. En fait, moi je le vois sur certains entrepreneurs qui, par exemple, ont pas du tout d'envie de croissance de leur entreprise, Ouais. qui décident de rester à 5-6, d'avoir leurs clients et de se poser plutôt tranquille. Et du coup, ça fait des boîtes qui peuvent fonctionner très bien et très résilientes parce que souvent, ce sont des gens qui savent exactement où ils mettent les pieds, ils prennent pas forcément plus de risques que ce qu'ils avaient envie de prendre. Une fois qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière, ils n'ont pas envie de changer le mode de fonctionnement et Ouais. ça peut très bien marcher comme ça. Mm. Ouais, ouais, intéressant. Top. Cool. Quel est, sur toutes ces années-là, toi, un apprentissage que tu voudrais partager avec les personnes qui nous écoutent? Euh, le plus important, c'est de sortir la tête du guidon. Parce que clairement, quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui est assez facile. Donc pour ça, il faut se réserver du temps pour soi-même. On est notre premier asset quand on est, enfin notre première ressource, notre première richesse quand on est entrepreneur. Et en fait, il faut jamais laisser l'opérationnel nous faire oublier ça. Et c'est important de continuer à apprendre, c'est important de continuer à progresser. Et en fait, prendre du temps pour soi, c'est primordial. Et quand je dis du temps pour soi, c'est au sens large. C'est-à-dire que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. Mm. C'est pas un sprint. Enfin, après, ça dépend du type d'entrepreneuriat qu'on fait. Il y a des gens qui font des scale-up, mais qui du coup vont être sur des rythmes où ils vont arriver sur un projet, ils vont essayer de faire cartonner le truc en 2 ans, de faire une exit, et puis après de prendre une pause pendant Ouais. un an. En fait, on a besoin de ces moments-là pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir bah, comprendre un petit peu ce qu'on fait. Je sais que c'est quelque chose que je
sous-estimer avant, parce que c'est ce que je disais, souvent dans une boîte, ça va à la vitesse de son dirigeant, donc on a l'impression qu'on est indispensable à tout et qu'on a vraiment envie, parce qu'on se dit, bah, si je suis pas là, les choses progressent pas. Et en fait, il faut Ça flatte apprendre à l'ego en plus, un petit peu quand bah oui, clairement, clairement. Il y a une vraie notion d'ego. C'est-à-dire que des entrepreneurs qui partent en vacances tranquillement, finalement, c'est pas si fréquent que ça. Mais même. ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une erreur de mindset. C'est-à-dire que souvent, déjà, les gens qui entreprennent ont une typologie de profil, et que dans cette typologie de profil-là, ils vont avoir tendance, entre guillemets, à travailler à l'excès, à se responsabiliser, à vouloir tout donner, tout donner, tout donner, et en fait, avoir l'impression que c'est de l'accomplissement, en fait, Ouais. quand on fait ça. Mais parfois, cette sensation d'accomplissement est complètement traître. Parce qu'au final, en fait, ce qu'on nourrit, c'est notre ego, c'est la sensation que les choses avancent réellement. Mais ce qu'il y a, c'est que bah, c'est comme, je sais pas, si tu conduis un véhicule à toute vitesse, tu as l'impression que c'est génial, mais si tu sais pas où est la route, tu peux aller très vite, mais pas dans la bonne direction. Ouais. Et des fois, en fait, on oublie qu'il y a différents niveaux de lecture, et que si on est en train de rusher pas dans la bonne direction, on est content parce qu'on va vite. Mais, enfin voilà, moi, pour donner un exemple enfin voilà, mon père il déteste être dans les embouteillages. Et en fait, souvent, il prend des chemins détournés Ouais. qui vont prendre mais Faut 3 fois plus avancer, de quoi. temps Ouais. pour avoir la sensation d'avancer. Et moi, je le dis, mais genre, regarde, j'ai Waze là, il te dit que tu as juste 5 minutes d'embouteillage. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que des fois, en tant qu'entrepreneur, tu as envie que les choses avancent. Donc, tu vas prendre des chemins en disant, ouais, il faut que ça avance, il faut que ça avance, et qui ne sont pas les bons. Donc, des fois, en fait, prendre le temps pour soi, ça permet aussi de déconnecter son cerveau parce qu'en fait, on ne peut pas être tout le temps, enfin, on peut être tout le temps efficace à 100%, mais pour ça, on a besoin d'avoir ces éléments parce qu'on est sur un marathon. Donc, si on va trop vite, à un moment, on va naturellement fatiguer. Ah, c'est très vrai. Et moi, j'amène souvent les entrepreneurs qui sont beaucoup dans l'action comme ça, hein, à se remémorer la dernière fois qu'ils ont eu une idée qui a transformé leur boîte Mm. et de voir si, de se souvenir s'ils étaient devant un ordi sur le terrain ou dans un transat. Et souvent, c'est au moment où ils lâchaient prise que la Mm. créativité, voilà, Ouais, que les choses se peut connectent. bourgeonner, Enfin, quoi. voilà. Et donc pour moi, c'est important de continuer à se former. C'est important de prendre du temps avec les siens parce que ben, mine de rien, c'est un truc qui est extrêmement exigeant des entrepreneurs. Donc il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont là et qui nous soutiennent autour de nous. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être beaucoup de choses qui permettent de tenir comme ça. Et que des fois, enfin, moi je l'ai vécu, parce que forcément en tant qu'entrepreneur, ben, quand tu as accumuler certaines entreprises, tu as des moments où ça se passe bien, des moments où ça se passe beaucoup plus difficilement. Et en fait, c'est dans ces moments-là où enfin, quand tu es dans le mal, que tu as des gens autour de toi qui viennent te soutenir, tu dis, mais en fait, c'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'après, on est repris par cette espèce d'envie d'avancer, Ouais. mais il faut pas oublier, voilà, que même si c'est, enfin, des fois, on est un peu comme des insectes vers la lumière, quoi. C'est que on a cette envie que les choses avancent, mais c'est pas forcément parce qu'il y a de la lumière que, enfin, c'est là qu'il faut aller, quoi. Des fois, il faut prendre le temps d'un peu respirer. Top. Eh ben, on va terminer là-dessus. Super apprentissage. Merci, Julien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, à très bientôt sur un nouvel épisode de Nos Entrepreneurs. Ciao.